Retour de l'information sur Médien TV, merci. Si vous nous rejoignez, je vous propose de voir ensemble les titres de votre journal. Nous commencerons au Maroc où le sommet africain du commerce et de l'investissement a débuté lundi sa seconde édition pour 3 jours à Ifrane. Le thème de cette nouvelle édition, l'Afrique fait confiance à l'Afrique. Nous resterons dans le royaume pour parler de l'absence de pluie qui persiste au détriment des rendements agricoles. Comment l'économie du pays y fait face? La réponse d'un économiste dans ce journal. Et puis la Cour suprême a validé la réélection d'Ohuru Kenyatta hier dans la matinée. Mais vous le verrez, ce jugement a été accueilli par de nouvelles manifestations de partisans de l'opposition kenyane. 2 personnes ont été tuées par balle. Vous le disiez, le sommet africain du commerce et de l'investissement a donc débuté lundi à Ifrane pour 3 jours. L'Afrique fait confiance à l'Afrique, c'est le thème de cette seconde édition. Ce sommet accueille chaque année des chefs d'entreprise sociales du continent, mais aussi des producteurs, acheteurs et investisseurs. Objectif, développer les entreprises et dépasser les frontières géographiques de leur pays. Plus de détails dans ce reportage de Raja Fadli et Kamal Rounaïm. Le récit est de Férouz Bentaleb. Les participants au sommet africain du commerce et de l'investissement débutent leur programme du jour par une visite à l'une des plus prestigieuses universités du pays, l'université Al-Akhawayn, qui propose plusieurs filières économiques, politiques ou encore sociales. S'en est suivi le coup d'envoi officiel des travaux de cette 2e édition, placée sous le thème « L'Afrique fait confiance à l'Afrique ». Au menu, des tables rondes où il est question de repenser les méthodes de gouvernance afin de renforcer les relations entre les pays du continent, les échanges commerciaux intra-africains, les sujets de l'Afrique, terre des richesses, les domaines dans lesquels investir ou encore le rôle du privé dans la commercialisation de l'offre africaine. L'importance de ce forum est d'être l'une des quelques plateformes africaines qui permettent aux Africains de se retrouver entre eux. C'est un événement qui réunit plus de 150 participants, chefs d'entreprise de différents secteurs d'activité qui viennent de plusieurs pays d'Afrique. L'objectif est de créer un espace d'échange, de rencontres et de partage d'expériences entre ces opérateurs. Notre objectif ultime est de leur permettre de se connaître pour se faire confiance et travailler ensemble. Lors des 3 jours de ce forum, quelques 150 chefs d'entreprise, producteurs, acheteurs ou encore investisseurs auront plusieurs occasions de rencontres, d'échanges et de débats dans l'objectif de développer leur entreprise et dépasser les frontières géographiques de leur pays pour faire de l'Afrique leur terrain de jeu. Parler avec l'ensemble des gens qui sont là, échanger avec eux, leur montrer un peu notre expérience et voir comment nous pouvons travailler ensemble. Parce que je crois qu'il faut que le développement se fasse entre Africains, comme d'ailleurs le stipule cette organisation. Et nous sommes là pour ça. C'est notre objectif, c'est de nous faire connaître et de connaître les autres, d'échanger avec eux. Cette 2e édition du sommet africain du commerce et de l'investissement est en droite ligne avec les directives royales en faveur du développement de la coopération sud-sud et la promotion des échanges intra-africains. Direction le Maroc où les familles des 15 femmes tuées dans une bousculade lors d'une distribution d'aide à Sidi Boulalam ont commencé à enterrer leurs proches hier. Le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour que toutes les mesures juridiques soient prises afin que les opérations de distribution d'aide aux populations démunies soient strictement encadrées. Hadija Ersan. Dans ces cercueils, les dépouilles de 15 femmes. 15 victimes de la désormais tristement célèbre bousculade dans un douar de la commune de Sidi Boulalam, près des Saouira. 15 femmes qui ont perdu la vie pour collecter un sac d'aide alimentaire. Et du témoignage d'une survivante, ce drame est le résultat d'un manque d'organisation de cette opération. Certaines femmes étaient là-bas depuis 1h du matin. Le donateur n'a prévu aucune organisation. Il leur a promis de leur donner des aides. Celui qu'on appelle Hajj aurait dû prévenir les autorités locales pour déterminer le nombre exact de bénéficiaires venant de chaque commune.
Si elle n'était pas dans le besoin, elle n'aurait pas payé un taxi à 40 dirhams pour recevoir un sac de farine de 25 kilos. Elle a 6 enfants à nourrir et des petits-enfants. Si organisateurs et autorités avaient fait leur travail d'organisation, rien de tout cela ne serait arrivé. Et en effet, des photos prises lors de l'opération montrent à quel point ces pauvres femmes étaient entassées devant le domicile du donateur. Or, ce n'est pas de son avis. Abdelkrim El-Hadidi affirme que l'opération s'est déroulée dans le respect de la loi et sous la supervision des autorités. En attendant les résultats de l'enquête, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions au chef du gouvernement et à tous les départements concernés pour que dorénavant, toutes les mesures juridiques soient prises pour un encadrement strict des opérations d'appel à la générosité publique et de distribution d'aide aux populations démunies. Les familles pleurent leurs proches décédés lors de cette bousculade de la honte. La honte qu'en 2017, des gens perdent la vie pour subvenir aux besoins élémentaires, celui de se nourrir ou de nourrir leurs enfants. Et que ces personnes soient des femmes, souvent âgées, que le poids du besoin et du manque d'assistance sociale ont poussé à tendre la main pour se retrouver 6 pieds sous terre. On reste dans le royaume où, je vous le disais en titre, la pluie se fait attendre. L'économie devrait en principe pâtir de la baisse du rendement agricole. Alors, comment la machine économique résiste-t-elle à l'absence de cette pluie? La réponse de l'économiste Mohamed Eshkoundi. Il répondait au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Écoutez. On peut légitimement s'inquiéter du fait qu'il n'y ait pas eu de pluie parce qu'on sait que le Maroc, malgré les efforts consentis ces dernières années en matière de diversification de la structure productive, le taux de la croissance économique reste fondamentalement lié à la pluviométrie, en quelque sorte, parce que l'agriculture commence à peser lourdement sur le PIB, surtout au niveau de sa participation à l'emploi. Donc oui, il y a des facteurs d'inquiétude, mais on peut dire que le Maroc aussi a des amortisseurs, en quelque sorte, des amortisseurs liés à tout ce qui est politique de barrage qui a été mise en place à l'époque de Hassan II et qui continue à produire des résultats escomptés. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a une tendance à la diversification de la structure productive. Et le produit intérieur brut de Maroc est lié à d'autres secteurs qui continuent à tirer la croissance économique. On peut souligner entre autres les nouveaux métiers mondiaux de Maroc, les nouveaux métiers qui commencent à contribuer aussi d'une manière grandissante. On reste sur l'actualité du continent. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a appelé lundi soir la Cour pénale internationale à se saisir du dossier sur la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. Il a demandé à ce que le sujet soit mis à l'ordre du jour du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, un sommet prévu à la fin du mois à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les détails avec Soura Aboutara. Nous n'avons plus le droit de faire comme si nous ne voyions rien. Nous n'avons plus le droit de détourner les regards. Nous avons le devoir de nous attaquer aux causes profondes de cette tragédie. C'est ce qu'a déclaré Mahamadou Issoufou, le président du Niger, qui a saisi l'occasion pour lancer un appel à la Cour pénale internationale suite aux révélations récentes du marché aux esclaves en Libye. Il a demandé à ce que le dossier soit mis à l'ordre du jour du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, prévu à la fin du mois à Abidjan. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié, jugeant que ceux qui en sont à l'origine pourraient être traduits en justice pour de possibles crimes contre l'humanité. L'esclavage n'a pas sa place dans notre monde et ses actions sont parmi les violations flagrantes des droits de l'homme et peuvent constituer des crimes contre l'humanité. Le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Bari, a par ailleurs appelé son ambassadeur à exprimer son indignation aux autorités libyennes face aux images qu'il qualifie lui-même de traite négrière. La Côte d'Ivoire a procédé au rapatriement de 155 migrants. Ils bénéficieront de programmes de réinsertion grâce notamment à l'aide économique européenne. Ces 155 migrants font partie d'un groupe de 595 au total que les autorités comptent rapatrier dans les prochains jours. Pour Isiaka Konaté, directeur des Ivoiriens à l'étranger, il est temps de trouver des solutions concrètes aux problèmes qu'engendre la migration illégale. La migration irrégulière, c'est pas seulement des drames de la mort, c'est d'autres drames comme ce qu'on vient de voir, des choses qui font appel à toute notre humanité et qui demandent aujourd'hui que comme un seul homme, que nous sortions de nos émotions pour réagir face à ce drame en faisant revenir en Côte d'Ivoire en toute sécurité toutes les personnes, tous les Ivoiriens qui décident de revenir.
Des manifestations ont lieu dans l'ensemble du continent africain, notamment au Sénégal et au Maroc, ainsi qu'en Europe, après la diffusion la semaine dernière d'un reportage choc de la chaîne de télévision américaine CNN. Les images avaient révélé l'existence d'un marché aux esclaves près de Tripoli, la capitale libyenne. Évoquant des actes inhumains, le gouvernement libyen d'Union nationale avait affirmé dimanche qu'une enquête est ouverte sur ces cas d'esclavage près de la capitale, Tripoli. Le décryptage de Cécile Pouilly, porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés. Elle répondait au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Ce sont vraiment des gangs criminels pour lesquels une vie humaine ne compte pas. On voit de nombreux récits terrifiants, notamment sur les médias sociaux, de gens qui se font torturer en direct pour leur soustraire de l'argent, pour forcer leur famille à payer. Beaucoup sont ceux qui nous font le récit des choses atroces qui leur arrivent, beaucoup de violences sexuelles, des abus physiques. Effectivement, c'est une situation alarmante qui nous préoccupe énormément. On essaye de faire le plus possible dans les limites, malheureusement, qui sont les nôtres, c'est notamment cette problématique sécuritaire. Mais depuis le début de l'année, on a réussi à être un peu plus présent. On avait dû évacuer notre personnel international en 2014. On essaye de faire un peu plus. Uhuru Kenyatta reste président du Kenya. La Cour suprême a validé sa réélection lundi matin, une réélection donc à la suite de la présidentielle du 26 octobre. Il sera donc investi le 28 novembre pour un nouveau mandat de 5 ans. Mais ce jugement a été accueilli par de nouvelles manifestations de partisans de l'opposition. Hier, 2 personnes ont été tuées par balle. Anissa Araou. Il s'agissait sans doute du jugement le plus attendu de l'année. Les juges de la Cour suprême du Kenya se sont réunis et ont rejeté les 2 recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre. La Cour a décidé à l'unanimité que les recours ne sont pas fondés. En conséquence, l'élection présidentielle du 26 octobre est validée et la réélection de M. Kenyatta est confirmée. Abasourdis par cette décision, des heurts ont immédiatement éclaté entre la police et les manifestants. À Kibera, bidonville de Nairobi, un jeune homme a été tué par balle lors d'affrontements entre jeunes manifestants lançant des pierres contre les forces de sécurité qui répliquaient par des tirs de gaz lacrymogène et d'armes à feu. À Migori, dans l'ouest du pays, acquis à l'opposition, c'est un ambulancier venu prêter assistance à des blessés qui a été mortellement touché par balle. Vendredi déjà, 3 personnes avaient été tuées dans les manifestations réprimées par la police. 2 partisans de l'opposition venus accueillir Raila Odinga de retour d'une visite de 10 jours aux États-Unis. Le chef de l'opposition a déclaré dans un communiqué que cette décision n'était pas une surprise, jugeant le gouvernement en place illégitime. Au lendemain de la victoire de Kenyatta, Raila Odinga avait lancé une campagne de résistance nationale faite de boycottage économique et de piquets de grève. Cette décision de la Cour suprême, dont l'argumentaire détaillé sera publié ultérieurement, signifie qu'Uhuru Kenyatta, 56 ans, au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre pour un nouveau mandat de 5 ans. Définitive au regard de la loi kenyane, elle met également un terme à un processus électoral qui a profondément divisé le pays et durement affecté l'économie la plus dynamique de la région. Et toujours concernant la politique du continent, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, sous le coup d'une procédure de destitution initiée par son parti, la ZANU-PF. Elle doit être engagée aujourd'hui, alors qu'à 93 ans, le plus vieux chef d'État du monde refuse de quitter le pouvoir. La ZANU-PF espère ainsi lui donner le coup de grâce, ce que ni l'armée ni la population descendue en masse dans la rue n'ont encore réussi à faire. Selon l'armée, Robert Mugabe est en contact avec son vice-président déchu, Emmerson Mnangagwa, dont le retour serait attendu prochainement. Le vice-président avait été évincé du gouvernement en début du mois et poussé à l'exil après un bras de fer avec la première dame, Grace Mugabe, qu'il avait écarté dans la course à la succession de son mari. Rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue syrien Bachar el-Assad. C'était hier soir à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie. Le Kremlin l'a annoncé ce matin. Une rencontre durant laquelle le président russe a félicité Bachar el-Assad pour ses résultats dans la lutte contre le terrorisme. Vladimir Poutine estime en effet, je cite, que la défaite inévitable et définitive des terroristes est proche en Syrie. À 2 jours d'un sommet tripartite Russie-Iran-Turquie sur la Syrie, le chef du Kremlin prévoit de s'entretenir aujourd'hui avec le président américain Donald Trump sur le règlement donc de ce conflit syrien.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Média TV.